Elle l'aimait tellement qu'elle portait sa bague de fiançailles même au travail. Quand on lui a demandé pourquoi elle prenait les yeux de ses victimes, elle a répondu « Je ne reverrai plus jamais mon bien-aimé. Maintenant, eux non plus. » Décembre 1997, banlieue de Newark, New Jersey. Vincent Larousse se réveillait tous les jours à 6h30 du matin. Douche, café, 20 minutes jusqu'au garage automobile à la périphérie d'Elizabeth. Le même trajet depuis 9 ans. Il était copropriétaire d'une petite entreprise de réparation de camions qui desservait les sociétés de transport du nord du New Jersey. Sur le papier, c'était un entrepreneur honnête. En réalité, c'était un homme qui, 20 ans auparavant, avait fait un choix qui avait déterminé toute sa vie. Au début des années 70, Larousseau a commencé comme coursier pour des personnes liées à la famille Moretti. Il effectuait de petites tâches, livrait des enveloppes et rappelait parfois aux débiteurs les dates décembre prom d'éditeur zip sa échéance. Il n'a jamais gravi les échelons. Il n'était pas un membre à part entière de la famille. Il était simplement un homme utile en périphérie, suffisamment fiable pour qu'on lui confie les sales besognes, et suffisamment discret pour qu'on ne se souvienne pas de lui lorsque les affaires allaient mal. En 1993, Larousse a accompli sa dernière mission de ce genre. Il était l'un des 3 hommes qui se sont rendus de nuit à un entrepôt situé à la périphérie de Jersey City. Il n'a pas tiré, il n'est même pas entré à l'intérieur. Il est simplement resté assis au volant, attendant que les 2 autres aient terminé. L'homme qu'ils ont laissé dans cet entrepôt devait 47 000 $ à sa famille. Une dette de carte de crédit, gonflée par les intérêts, qu'il n'aurait jamais pu rembourser de toute sa vie. Il s'appelait Thomas Whitty. Après cette nuit-là, Larousseau a quitté le milieu. Il a ouvert un garage avec l'argent qu'il avait économisé pendant ses années de coursier. Il s'est marié. Il a eu 2 enfants. En 1997, il s'était presque convaincu que son passé était derrière lui. Le 14 décembre 1997, Larousse ferma son atelier plus tôt que d'habitude. Les fêtes approchaient, il y avait peu de commandes et sa femme lui avait demandé de passer faire des courses. Il sortit par la porte arrière, comme il le faisait toujours, et se dirigea vers sa camionnette, garée à 30 mètres de l'entrée. Le parking était vide, le lampadaire au-dessus du portail clignotait. Cela faisait déjà 1 mois qu'il avait l'intention de le réparer, mais il n'avait pas encore trouvé le temps de le faire. Larousse n'entendit pas les pas. Il ne vit aucun mouvement. Il sentit seulement une brève piqûre dans le cou, comme celle d'un insecte, et le monde commença à ralentir. La dernière chose dont il se souvenait avant que ses jambes ne se dérobent sous lui, la silhouette d'une femme. Petite, calme, et une voix douce qui prononçait son nom. Larousse se réveilla dans une pièce inconnue, une cave, comprit-il à l'odeur d'humidité et aux murs en béton. Il était allongé sur quelque chose de dur, les bras et les jambes immobilisés. Il essaya de bouger, mais n'y parvint pas. Il essaya de crier, mais sa gorge ne produisit aucun son. Seuls ses yeux pouvaient bouger librement. Devant lui, à portée de main, se trouvait un vieux téléviseur. L'écran affichait une image figée. Un homme et une femme en tenue de mariage, jeunes, heureux, en train de danser. Et à côté du téléviseur, une femme portant des gants chirurgicaux dispose des instruments sur un plateau métallique. Sur son annulaire, une alliance brille à travers le gant. Elle leva les yeux vers lui, calme, sans haine, sans colère, et il l'a reconnue. Pas tout de suite. Cela a pris si c'était de 50 ans, mais il l'a reconnue, c'était la femme de l'homme de l'entrepôt. Elle appuya sur le bouton de la télécommande et la télévision s'alluma. Une vidéo de mariage, une danse et la musique. Toujours la même mélodie en boucle qui se répétait encore et encore. À ce moment-là, la porte du sous-sol a sauté de ses gonds.
3 agents du FBI ont fait irruption dans la pièce, armes au poing, cris, ordres, lumière des lampes taquites. Ta pas essayé de s'enfuir. Elle a simplement posé le scalpel sur le plateau, levé lentement les mains et regardé la rousse d'un long regard calme, puis elle regarda l'agent qui lui passait les menottes. Boîte à saigner. Dit Maman. Vous avez un retard d'une personne. La rousse a survécu. Le seul des 13 noms figurant sur sa liste. Plus tard, lors de son interrogatoire, il racontera aux enquêteurs tout ce qu'il savait sur les événements de 1993, sur l'entrepôt, sur les personnes qui ont donné l'ordre, sur ceux qui l'ont exécuté. Mais à ce moment-là, allongé sur une table en béton dans un sous-sol inconnu, complètement paralysé, il ne pensait qu'à une seule chose, à quel point ils en savaient peu sur la femme qu'ils avaient laissée veuve, et que 12 personnes avant lui l'ont appris trop tard. Pour comprendre qui est devenue Eleonora Vitti, il faut d'abord voir qui elle était. Nora est née le 14 mai 1962 dans une famille d'immigrants italiens de 2e génération. Son père travaillait à la poste, sa mère était couturière à domicile. Une famille ordinaire du ouvrière de Newark. Aucun lien avec le crime, aucune histoire sombre, juste des gens qui croyaient au travail honnête et au déjeuner du dimanche. Nora était l'aînée de 3 enfants et, dès son plus jeune âge, elle se distinguait par ce que ses voisins appelaient une force tranquille. Elle n'était pas renfermée, elle ne gaspillait simplement pas ses mots. Elle étudiait régulièrement, sans éclat, mais avec une persévérance qui portait ses fruits. Après l'école, elle s'est inscrite à la faculté de pharmacie, non par passion pour la médecine, mais par pragmatisme. Une profession stable, un bon salaire, la possibilité d'aider ses parents. À 25 ans, elle travaillait comme pharmacienne dans une pharmacie à la périphérie de Newark. Elle louait un petit appartement à 10 minutes de son travail. Elle vivait selon un horaire précis, travail, dîner, lecture, sommeil. Elle n'avait presque pas d'amis, non pas parce qu'elle était solitaire, mais simplement parce qu'elle se suffisait à elle-même. Elle ne cherchait pas l'amour, elle ne sortait pas avec des hommes, elle ne croyait pas au destin ni à l'âme sœur. Et puis elle a rencontré Thomas. Thomas Vitti est entré dans sa pharmacie en mars 1987 pour acheter de l'aspirine et des pansements. Il avait 32 ans, petit, trapu, avec un large sourire et une façon de parler qui donnait l'impression que chaque personne dans la pièce était un vieil ami. Il travaillait comme acheteur pour plusieurs petits restaurants du nord du New Jersey. Il négociait avec les fournisseurs, surveillait les prix, réglait les questions logistiques. Ce n'était pas un travail très glamour, mais il l'aimait. Il aimait marchander, trouver des solutions, se sentir utile. Il a parlé à Nora comme s'il la connaissait depuis toujours. Il lui a demandé quelle était la meilleure aspirine, puis depuis combien de temps elle travaillait ici, et enfin, si elle voulait prendre un café avec lui. Nora a dit non, sans explication, juste non. Thomas sourit, acheta de l'aspirine et s'en alla. Le lendemain, il est revenu pour acheter des vitamines, et il a de nouveau demandé du café. Nora a encore dit non. Il venait tous les jours pendant 2 semaines. Il achetait quelque chose de petit. Il parlait du temps, du baseball, de la difficulté de trouver de bonnes tomates à cette période de l'année. Il ne la pressait jamais, il ne s'offusquait jamais de ses réponses laconiques. Il venait simplement comme s'il aimait être près d'elle, même si elle restait silencieuse. Le 15e jour, Nora a dit oui. Plus tard, elle avoue qu'elle-même ne comprend pas pourquoi. Quelque chose dans sa persévérance, non pas insistante, mais patiente, a brisé ses défenses. Il n'a pas essayé de l'impressionner,
Il n'a pas essayé de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il était simplement là, et cela s'est avéré suffisant. Leur premier rendez-vous a duré 4 heures. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en promenade sur le quai. Ils ont parlé de tout et de rien. Thomas racontait des anecdotes de son enfance. Comment il volait des pommes dans le jardin du voisin, comment sa mère le frappait avec une pantoufle pour les traces de boue sur le sol, comment il s'était perdu un jour à New York et avait passé la nuit à la gare Penn Station. Nora écoutait. Pour la première fois depuis des années, elle ne voulait pas que la soirée se termine. Ils se sont mariés 1 an plus tard. C'était un petit mariage, juste la famille et quelques amis. Nora portait une robe blanche toute simple. Thomas avait un costume qu'il avait loué et qui était un peu trop grand pour lui. Ils ont dansé sur une chanson qu'il avait choisie, une vieille romance italienne que sa grand-mère chantait. Cette chanson sera jouée 12 fois dans son sous-sol. Leur mariage n'était pas parfait au sens hollywoodien du terme. Thomas travaillait beaucoup et rentrait souvent fatigué à la maison. Nora ne savait pas cuisiner aussi bien que sa mère, et les premières années, il s'est tu avec tact au sujet des pâtes trop salées. Ils se disputaient à propos de l'argent, de son habitude de jeter ses chaussettes partout, de son incapacité à exprimer ses sentiments avec des mots. Mais ils ne se couchaient jamais sans s'être réconciliés. C'était leur règle, la seule qu'ils n'enfreignaient jamais. Le soir, ils regardaient de vieux films. Le dimanche, ils allaient au marché pour acheter des légumes frais. Une fois par an, ils se rendaient sur la côte, toujours au même endroit, dans le même motel. Thomas disait que les traditions étaient plus importantes que les aventures. Nora était d'accord avec lui. Elle a changé à ses côtés. Elle n'est pas devenue une autre personne. Elle s'est simplement ouverte. Elle a commencé à sourire, plus souvent. Elle a commencé à parler à ses voisins. Ses collègues de travail ont remarqué qu'elle était devenue plus douce. L'une d'entre eux dira plus tard aux enquêteurs. Après le mariage, c'est comme si quelque chose en elle s'était dégelé. Ils voulaient des enfants. Ils ont essayé pendant plusieurs années, sans succès. Les médecins ne pouvaient pas expliquer pourquoi. Thomas a dit « Alors, nous nous aimerons pour deux ». Nora s'est mise à pleurer pour la première fois depuis qu'il la connaissait. En 1992, ils étaient ensemble depuis 5 ans. Ils vivaient dans une petite maison en banlieue. Nora avait été promue pharmacienne en chef. Thomas avait développé son entreprise et travaillait désormais avec une dizaine de restaurants. Bien. Et puis Thomas a commis une erreur. Les jeux de cartes étaient son seul vice. Thomas n'a jamais beaucoup bu. Il ne fumait pas. Il ne regardait pas les autres femmes. Mais une fois par semaine, il allait jouer au poker avec ses amis. Et parfois, ces parties ne se déroulaient pas dans des garages, mais dans les arrière-salles de bar, où les enjeux étaient plus élevés et les personnes autour de la table plus dangereuses. Il n'était pas un joueur compulsif au sens clinique du terme. Il ne perdait pas son salaire. Il ne mentait pas à sa femme. Il aimait simplement parfois le frisson du jeu, la sensation de risque, l'adrénaline qu'il ne ressentait pas dans son travail habituel. Au début de l'année 1992, Thomas s'est retrouvé dans une situation difficile. L'un des restaurants avec lesquels il travaillait a fait faillite, lui laissant une dette importante. Il a contracté un emprunt pour combler le déficit de trésorerie. Il fallait rembourser cet emprunt. C'est alors qu'un de ses amis lui a proposé un moyen facile de gagner de l'argent, un jeu privé, des mises élevées, de bonnes chances. Thomas est parti
Il a gagné le premier soir, il est revenu une semaine plus tard, il a perdu. Il est revenu à nouveau pour se refaire. Il ne savait pas que le jeu appartenait à des personnes liées à la famille Moretti. Il ne savait pas que les intérêts sur les pertes étaient calculés chaque semaine. Il ne savait pas qu'à la fin de l'année, sa dette passerait de 8 000 à 47 000. Quand il a compris dans quel piège il était tombé, il était déjà trop tard. Thomas n'en a pas parlé à Nora, non pas parce qu'il craignait sa réaction, mais parce qu'il voulait régler le problème lui-même. Il a vendu sa voiture, il a pris un deuxième emploi, il a essayé de négocier un paiement échelonné. Les gens de Moretti n'acceptaient pas les paiements échelonnés. Nora remarqua des changements. Thomas était devenu nerveux, il dormait mal, il s'était mis à fumer pour la première fois depuis 10 ans. Il répondait de manière évasive à ses questions. Il disait qu'il était simplement fatigué, que tout allait bientôt s'arranger. Elle lui faisait confiance, parce qu'il ne lui avait jamais donné de raison de ne pas lui faire confiance. Le 13 août 1993, Thomas partit travailler comme d'habitude. Il l'embrassa sur la joue. Il dit qu'il serait de retour pour le dîner. Il n'est pas revenu. Nora a attendu jusqu'à 21h. Puis, elle a commencé à l'appeler. Il ne répondait pas au téléphone. Elle a appelé les restaurants avec lesquels il travaillait. Personne ne l'avait vu depuis le déjeuner. Elle a appelé la police. Le corps a été retrouvé 3 jours plus tard dans un entrepôt abandonné à Jersey City. La cause officielle du décès est une blessure par balle. Le détective chargé de l'affaire s'est rendu chez elle dimanche matin. Il lui a dit que l'enquête se poursuivait, qu'il y avait certaines pistes, qu'on l'appellerait dès qu'il y aurait du nouveau. Elle n'a jamais reçu d'appel. 4 mois plus tard, l'affaire a été classée. La formulation officielle, meurtre dans des circonstances non élucidées. Pas de suspect, pas d'arrestation, pas de justice. Nora a enterré son mari dans un petit cimetière de la banlieue de Newark. La pierre tombale était simple, le nom, les dates et les mots qu'elle avait choisis elle-même. Bien-aimée, pour toujours. Le jour des funérailles, elle n'a pas pleuré. Les voisins ont pensé qu'elle était sous le choc. Ses collègues ont pensé qu'elle se retenait pour sa famille. Personne n'a compris que quelque chose avait changé en elle ce jour-là, de manière irréversible. Elle est revenue au travail une semaine plus tard, ponctuelle, soignée, calme. Elle portait une alliance. Elle ne parlait jamais de son mari au passé. En apparence, c'est toujours la même Nora, mais à l'intérieur, un mécanisme s'est mis en marche dans un nouveau mode. Elle ne savait pas qui avait tué Thomas. La police ne lui avait donné aucune réponse. Mais Nora était pharmacienne. Elle savait travailler avec l'information. Elle savait être patiente. Elle savait attendre. Elle a commencé à rassembler des informations. Petit à petit, des conversations qu'elle avait entendues de la part des connaissances de Thomas. Des rumeurs sur les personnes à qui il devait de l'argent. Des noms qui revenaient sans cesse. Ma famille Moretti, elle a appris tout ce qu'elle pouvait apprendre à leur sujet, qui contrôle le secteur des jeux d'argent dans la région, qui accorde des prêts à intérêt, qui vient voir ceux qui ne peuvent pas payer. Elle dressa une liste. 12 noms des personnes qui avaient été impliquées dans la mort de son mari, directement ou indirectement. Ceux qui lui avaient prêté de l'argent, ceux qui lui avaient fait payer des intérêts exorbitants, ceux qui l'avaient menacé, ceux qui avaient donné l'ordre, ceux qui avaient appuyé sur la gâchette. Elle nota leurs noms dans un cahier. En face de chacun, elle nota tout ce qu'elle savait. Adresse, travail, habitude, itinéraire. Les enquêteurs appelleront plus tard ce cahier le grand livre sanglant. Mais pour Nora, ce n'était qu'une question de comptabilité. Elle avait travaillé toute sa vie avec des médicaments et des dosages, avec des calculs précis et une comptabilité rigoureuse.
Elle appliquait désormais ces mêmes compétences à une autre tâche. Le mari de Nora était mort. Le système ne l'avait pas protégée. La loi ne lui avait pas rendu justice. Elle a alors décidé de tenir sa propre comptabilité. Elle a rayé le premier nom en octobre 1994. Nora ne se pressait pas. Plus d'1 an s'est écoulé entre la mort de son mari et le premier nom sur sa liste. Pendant 14 mois, elle a observé, elle a étudié, elle s'est préparée, elle comprenait l'essentiel. Pour réaliser ce qu'elle avait prévu, il fallait du temps, des connaissances et une patience à toute épreuve. Une seule erreur et tout serait fini. Elle ne pouvait pas se permettre de se tromper. Non pas parce qu'elle craignait la prison, mais parce que la liste devait être complétée dans son intégralité. Sa profession lui a donné 2 avantages clés. Le premier était l'accès aux médicaments. En tant que pharmacienne en chef d'une grande chaîne de pharmacie, elle contrôlait l'inventaire des médicaments. Elle savait quelles substances laissaient des traces et lesquelles n'en laissaient pas. Elle connaissait les dosages. Elle savait comment fonctionnait le corps humain. La deuxième est l'habitude de la précision. La pharmacie ne tolère pas l'approximation. 1 milligramme de trop et le médicament devient un poison. Nora a transposé cette logique à sa nouvelle tâche. Elle a choisi la succinylcholine. Préparation utilisée par les anesthésistes pour détendre les muscles pendant les opérations. À la bonne dose, elle paralyse complètement le corps. La personne ne peut plus bouger, parler ni crier. Mais elle reste pleinement consciente. Elle voit, elle entend, elle ressent. Après quelques heures, le produit se décompose dans l'organisme sans laisser de traces lors d'un examen toxicologique standard. C'est l'outil idéal pour ceux qui veulent que leur victime soit sans défense, mais consciente de tout ce qui lui arrive. La première victime fut Salvatore Conti, un petit usurier qui travaillait pour la famille Moretti. C'est lui qui accorda le premier prêt à Thomas. C'est lui qui augmentait les intérêts chaque semaine, transformant 8 000 en 47 000. Conti était un homme d'habitude. Chaque soir, il quittait son bureau, un petit cabinet de conseil financier, à 9h pile. Il marchait jusqu'au parking situé 2 pâtés de maison plus loin. Il montait dans sa voiture. Il rentrait chez lui. Nora l'a suivi pendant 3 semaines. Elle a étudié son itinéraire. Elle a chronométré son temps. Elle a trouvé un angle mort, un tronçon entre 2 lampadaires hors de portée des caméras des magasins les plus proches. Le 23 octobre 1994, Conti quitta son bureau à l'heure habituelle. Il arriva au parking. Il n'atteignit pas sa voiture. Une piqûre dans le cou. Une chute. Le silence. On l'a retrouvé 1 semaine plus tard, dans un bâtiment abandonné à la périphérie de Newark, sans yeux, avec $2 en argent dans les orbites. Les 2 pièces dataient de 1993. La police a qualifié ce meurtre de probable règlement de compte entre groupes criminels. Conti était connu pour ses liens avec le crime organisé. Sa mort n'a suscité ni surprise, ni enthousiasme particulier dans l'enquête. Nora a rayé le premier nom de la liste. Le deuxième nom lui a pris 4 mois. Le troisième, 3. Elle a appris, elle a perfectionné sa méthode. Elle a éliminé ses points faibles. Son style s'est cristallisé à partir de la 3e victime. Le schéma était toujours le même. Injection rapide et discrète de succinylcholine dans un lieu public mal éclairé. Transport vers une pièce préparée à cet effet. Elle utilisait sa propre cave, qu'elle avait spécialement aménagée à cette fin. Immobilisation sur une table. Attente que la victime reprenne conscience. Et puis, le rituel. Elle leur fixait les paupières avec des pinces spéciales pour qu'ils ne puissent pas fermer les yeux. Elle allumait la télévision. Sur l'écran, on voyait la vidéo de son mariage, la danse avec Thomas, leur sourire, leur bonheur et la musique
Cette chanson, cette vieille romance italienne que chantait la grand-mère de Thomas, en boucle, encore et encore, heure après heure. Elle les obligeait à regarder ce qu'ils avaient détruit. Ce n'est qu'après cela que l'on utilise le scalpel. Elle n'était pas chirurgienne, mais elle avait étudié l'anatomie de l'œil dans des manuels médicaux. Elle s'était entraînée sur des têtes, sur des têtes de porc achetées au marché. Au moment du premier meurtre, ses gestes étaient précis et assurés. Ablation des globes oculaires, 2 pièces d'argent dans les orbites vides, toujours $1, toujours l'année 1993, année de la mort de Thomas. Elle collectionnait les pièces à l'avance. Elle se rendait dans des magasins numismatiques dans différents états, en achetait plusieurs, à la fois, toujours en espèces, aucune trace. Elle laissait les corps à différents endroits, dans des bâtiments abandonnés, dans des terrains vagues, dans des zones industrielles, jamais près de chez elle. Jamais 2 fois de suite dans le même quartier. Elle était patiente. Des mois s'écoulaient entre chaque meurtre. Parfois, même 6 mois. Elle ne recherchait pas la rapidité. Elle recherchait la précision. La police n'a pas établi de lien entre les deux affaires pendant les 2 premières années. Les victimes provenaient de différents quartiers. Elles étaient d'âges différents. Elles occupaient des positions différentes dans la hiérarchie criminelle. La seule chose qui les unissait était leur lien avec la famille Moretti. Mais pour les enquêteurs, cela ressemblait à des règlements de comptes internes. La mafia tue ses propres membres. Quoi de plus normal ? Les pièces d'argent étaient considérées comme une signature. Mais de qui ? D'une famille rivale, d'individus isolés ayant des comptes à régler. Les hypothèses étaient nombreuses. Aucune ne menait à une discrète pharmacienne de banlieue. Nora a profité de leur aveuglement. Elle savait que la police recherchait un homme. Les statistiques sur les meurtres en série indiquaient que les femmes agissaient rarement de cette manière. Elle savait qu'il recherchait quelqu'un issu du milieu criminel, car les victimes en faisaient partie. Elle savait qu'il recherchait un mobile lié à l'argent ou au pouvoir, car c'est ainsi que fonctionne la mafia. Personne ne cherchait la veuve. Au milieu de l'année 1996, il ne restait plus que 4 noms sur sa liste. 8 personnes étaient mortes. 8 paires de pièces d'argent reposaient dans 8 paires d'orbites vides. Et puis, il s'est passé quelque chose qui a failli tout détruire. La 9e victime, Anthony Pasquale, l'un des soldats de la famille Moretti, ne se trouvait pas là où elle l'attendait. Au lieu de suivre son itinéraire habituel, il avait pris une autre direction. Nora l'avait suivi. Il s'était arrêté devant un bar qui ne figurait pas dans ses notes. Il en était sorti et était entré à l'intérieur. Elle attendait dans la voiture. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il est sorti à 00h30, ivre, titubant. Il n'était pas seul, quelqu'un l'accompagnait. Une femme. Nora n'avait pas prévu de témoin. Elle a reculé. Elle est partie. Elle est revenue observer la situation 1 semaine plus tard. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé en elle. Pour la première fois, elle ressentit de l'impatience. Pour la première fois, elle pensa qu'elle aurait pu prendre des risques, qu'elle aurait pu agir plus rapidement. Les 3 meurtres suivants ont eu lieu à des intervalles plus courts. 2 mois, 6 semaines, 1 mois. Elle devenait plus audacieuse ou plus négligente. Dans son cas, c'était la même chose. En décembre 1997, il ne restait plus qu'un nom sur la liste. Vincent Larousse, le chauffeur. L'homme qui n'avait pas tiré, mais qui était présent cette nuit-là. Pour Nora, il était tout aussi coupable que les autres. Elle l'a suivi pendant 3 semaines. Elle a étudié son emploi du temps. Elle a trouvé un angle mort, le parking derrière son garage mal éclairé et sans caméra. Le 14 décembre, elle est arrivée 1 heure avant la fermeture. Elle s'est garée à l'ombre.
elle a attendu. Quand Larousse tondit Fana sorti, elle a agi comme d'habitude. Une piqûre, une chute, le silence. Elle ne savait pas qu'elle était surveillée depuis déjà 6 semaines. Son grand livre sanglant, un cahier contenant des noms et des annotations, était à la fois sa fierté et sa faiblesse. Elle le gardait dans un coffre-fort, elle ne le sortait jamais de chez elle, mais le simple fait qu'il existait posait problème, parce que quelqu'un a commencé à assembler les pièces du puzzle, et cette personne n'était pas de la police. Celui qui a commencé à assembler le puzzle était un jeune agent du FBI nommé David Cohen. Cohen travaillait dans le département du crime organisé et s'occupait de la famille Moretti depuis 3 ans déjà. Il n'enquêtait pas sur les meurtres, mais suivait les flux financiers, les relations et la hiérarchie. Mais à l'automne 1997, il remarqua une régularité que les autres avaient manquée. 8 personnes liées à Moretti ont été tuées en 3 ans. Toutes portaient la même signature. Les polices des différents districts ont mené leurs enquêtes séparément, sans échanger d'informations. Pour chaque enquêteur, il s'agissait d'un meurtre isolé. Pour Cohen, c'était une série. Il a demandé les dossiers des 8 affaires. Il a comparé les dates, les lieux, les circonstances. Et j'ai trouvé le premier fil. Toutes les victimes n'étaient pas simplement liées à la famille Moretti, elles étaient liées à un épisode précis. Usure, dette impayée, meurtre d'un débiteur en août 1993. Cohen a soulevé l'affaire Thomas Vitti, fermée, non divulguée, oubliée. Il a étudié les documents, il a trouvé le nom de la veuve, il l'a vérifié. Aucun lien avec le crime, aucun signal d'alerte. Une femme ordinaire, pharmacienne, pharmacien. Cohen est revenu au rapport des médecins légistes. Dans les 8 cas, la cause du décès était différente. Perte de sang, insuffisance cardiaque, choc. Mais dans 3 rapports, les experts ont noté un détail inhabituel, des traces d'injection dans le cou, petites, presque invisibles, sans substance identifiée. Il a montré les rapports d'un colloque de ses connaissances. Celui-ci a déclaré « Cela ressemble à de la succinylcholine. Elle se décompose rapidement. Les analyses standards ne permettent pas de la détecter. » Succinylcholine, médicament accessible aux anesthésistes et aux chirurgiens et les pharmaciens. Cohen a vérifié les achats de succinylcholine dans les chaînes de pharmacie du nord du New Jersey au cours des 4 dernières années. Cela lui a pris 2 semaines, des centaines d'enregistrements, des milliers de transactions. Une pharmacie a présenté une anomalie, de légères divergences régulières dans la comptabilité. Le médicament était plus souvent déclaré endommagé pendant le transport que la moyenne du réseau. La pharmacienne en chef de cette pharmacie était Eleonora Vitti. Cohen n'a pas porté plainte à la police. Il savait qu'il n'avait pas assez de preuves. Des différences dans les comptes, ça ne prouve pas qu'il y ait eu meurtre. Il lui fallait plus. Il a commencé l'observation. Pendant 6 semaines, il a suivi Nora, sa maison, son travail, ses itinéraires. Elle vivait comme une personne normale, aucun contact suspect, aucun voyage étrange. Et puis, il l'a vu regarder quelqu'un d'autre. Vincent Larousse, ancien coursier de la famille Moretti. Un homme qui s'est retiré depuis longtemps, mais dont le nom apparaissait dans d'anciens documents sur des opérations d'usure. Cohen comprit. Larousse était le prochain sur la liste. Le 14 décembre, il se trouvait dans le parking derrière le garage. Il a vu Nora sortir de l'ombre. Il a vu l'injection. Il a vu Larousseau tomber. Il a appelé des renforts et a suivi sa voiture jusqu'à sa maison dans la banlieue de Newark. La porte du sous-sol a sauté de ses gonds au moment où elle a allumé la télévision. Lors de la perquisition,
Tout a été trouvé dans la maison. Des instruments chirurgicaux, une réserve de succinylcholine, une collection de dollars en argent datant de 1993 et le cahier, 12 noms, en face de 11 d'entre eux, des dates et la mention « fermé ». En face du dernier, celui de Larousse, il n'y avait rien. Dans le salon, les agents ont découvert une table dressée, 2 couverts, des bougies, un dîner de fête. Sur l'une des chaises était assis un mannequin, vêtu d'un costume masculin. À son doigt, il portait une alliance identique à celle de Nora. Le procès d'Eleonora Vitti a commencé en mars 1988 et a duré 4 semaines. L'accusation a requis la peine capitale, 12 meurtres au premier degré avec circonstances aggravantes. Le procureur l'a qualifiée de tueuse en série de sang-froid, agissant avec une cruauté particulière. La défense a axé sa stratégie sur le traumatisme psychologique. L'avocat a présenté des experts qui ont évoqué un syndrome de stress post-traumatique, un état dissociatif et le fait que la mort de son mari avait détruit son psychisme. Nora a rejeté cette ligne de défense. Pendant l'interrogatoire, elle parlait calmement, sans émotion, sans remords. Elle a décrit en détail chaque meurtre, les dates, les lieux, les méthodes. Elle a expliqué pourquoi elle avait choisi ces personnes en particulier. Elle a parlé des pièces de monnaie, de la vidéo de mariage, de la chanson. Lorsque le procureur lui a demandé si elle regrettait son geste, elle a répondu « Un tâche d'acity. Je regrette que le système ne l'ait pas fait pour moi. Mon mari a été assassiné. La police a classé l'affaire au bout de 4 mois. Personne n'a été arrêté. Personne n'a répondu. Ces personnes ont continué à vivre comme si de rien n'était. J'ai simplement clôturé les comptes qui étaient ces Itaedamchi. C'était ouvert. On lui a posé des questions sur les yeux. Pourquoi elle les prenait? Elle regarda longuement le procureur et dit « Je ne reverrai plus jamais mon mari. Maintenant, eux non plus. Les judiciaires ont délibéré pendant 2 jours. Verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. Verdict, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La peine de mort n'a pas été prononcée, 2 jurés ayant refusé de voter en sa faveur, invoquant les circonstances exceptionnelles de l'affaire. Nora a été transférée à la colonie pénitentiaire pour femmes d'Edna Mahon à Clinton, dans le New Jersey. Selon les informations disponibles au moment de la clôture de cette affaire, elle y est toujours détenue à ce jour. L'affaire Eleonora Vitti n'a pas fait grand bruit. Elle n'a pas fait la une des journaux nationaux. Elle n'a pas inspiré de documentaires. Pour la plupart des gens, elle est restée une histoire locale. Dans la cellule de Nora, selon les gardiens, il y a une photo. Un homme et une femme en tenue de mariage. Jeunes. Heureux. Elle porte une alliance au doigt. Elle ne l'a jamais retirée depuis 1988. Certaines histoires ne se terminent pas par un verdict.